Bonjour à toutes et tous que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc, je m'appelle Jean-François Bassereau, je me partage entre plusieurs temps partiels. Donc, je suis prof à l'école des mines de Saint-Étienne, où j'enseigne le design sensoriel et les matériaux, et bien sûr c'est indissociable du génie des procédés. Aux arts décoratifs, je m'occupe de co-diriger un groupe de recherche qui s'appelle Soft Matters, où vous avez deux représentants éminents qui vont vous accompagner jusqu'à la chapelle qui n'a jamais été consacrée, donc on a le droit d'exposer une partie de leurs résultats. Donc ça illustre ce qu'est pour nous la recherche par le design, la recherche par la création, la recherche par la pratique. Et puis, bien sûr, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je m'occupe de la recherche et de l'innovation au Comité Da Vinci. Sur la diapo suivante, vous avez une présentation rapide du Comité Da Vinci. Donc il y a pour à la fois l'objectif et l'ambition de diminuer les charges mentales et de travail des artisans. Donc on propose des services qui consistent à mutualiser des accompagnements liés à la comptabilité, liés aux aspects juridiques, à la défense des droits, au dépôt de dossiers, au rassemblement et à la réponse d'appels à projets, enfin tout ce qui embête normalement un artisan qui a été formé pour faire très bien ce qu'il sait faire, mais tout le reste, faire vivre une équipe, gérer une équipe, faire de la compta, bon, tout ça, ça pèse un peu. Donc on est là pour enlever ce poids, et puis avec cette prétention d'accompagner sur un savoir-faire une évolution qui va être liée à une réflexion par rapport à un positionnement. Et donc cette innovation, elle va être pensée et réfléchie pour la pratique artisanale, dans un accompagnement et dans l'idée de devoir être rentable et puis augmenter, si possible, son chiffre d'affaires et sa marge. Donc là, il y a plusieurs mots que je vais essayer de définir rapidement. Donc, pour réaliser des démonstrations, on va s'emparer des oubliés, c'est-à-dire en fait des chutes et déchets dont tu as parlé, qui concernent en fait ce qu'on évacue de la chaîne opératoire sur la sélection des matières premières qui sont mobilisées dans un artisanat. Et donc ces oubliés, on va s'en emparer parce qu'en général ils sont mis de côté, parfois ils sont jetés, et donc on va démontrer que ces oubliés sont importants. Et ils sont importants dans une démarche qu'on a nommée, alors c'est une traduction à la française de l'upcycling, on a nommé ça supercyclage. Donc c'est un mot qui est déposé par l'école des mines de Saint-Étienne maintenant. Le supercyclage, c'est ne plus raisonner, contrairement au recyclage, sur une chute et un déchet comme si c'était une matière. Et donc souvent, en sciences des matériaux, on a tendance en fait à raisonner matière associée à des propriétés, et on retient qu'une seule propriété. Le recyclage en fait détruit tout le reste. On va détruire toutes les autres propriétés. Donc tu citais par exemple les briquettes faites à partir de bois. Bon, on va utiliser la propriété énergétique que possède le bois, et on va détruire en fait sa valeur d'origine, sa valeur identitaire, sa valeur de savoir-faire, puisqu'en fait quand on a sélectionné le bois et les parties qu'on ne va pas utiliser, il y a quand même toutes ces valeurs qui existent, des valeurs d'ancienneté, donc la manière dont tu as poussé cet arbre qui constitue ensuite un matériau pour la création. Donc on va s'attaquer aux oubliés. Je vais présenter une définition rapide de ces oubliés avec les différents secteurs. Donc des secteurs dont on s'empare par rapport en fait à la région. Je me focalise sur voilà, le supercyclage. Donc avec les soirées roses, on avait répondu à un appel à projet sur l'excellence à la française, où Brigitte Macron voulait avoir osé. Donc à l'Élysée, une exposition qui représente le savoir-faire de chaque département. Et donc on avait voulu réaliser un démonstrateur qui consistait en fait à ne travailler qu'avec les chutes, les rebuts et les invendus des soirées Jean Rose. Donc on avait fait ce tapis de sel, un tapis sur mesure, et on avait, on va dire, prélevé une partie des invendus,
Et puis pour réaliser les zones de confort, donc ce qu'on a l'habitude de faire en feutre ou en mousse, là on avait travaillé sur une structure aérée à partir du crin de cheval qu'on avait en fait feutré avec des cheveux, puisqu'à l'époque je dirigeais le programme de recherche d'un étudiant qui travaillait sur la manière de faire revivre les cheveux coupés, un artisanat qui est oublié. Et donc ce feutre, fait avec des chutes et des déchets, donc vous l'avez compris, permet de raconter une histoire. Là, ce que je viens de vous raconter est vrai, donc c'est pas un storytelling fabriqué. Je viens de vous expliquer en fait la nature singulière et particulière en fait de ces matériaux qui ne sont plus vus comme des chutes et des déchets, mais comme un objet exceptionnel qui est rattaché à l'identité de son propriétaire et de la forme du dos du cheval, puisque tout avait été fait sur mesure. Donc cet objet a été sélectionné pour représenter le département indrélois et a été présenté juste avant le confinement, ce qui expliquait que l'expo n'a pas tourné ensuite dans tous les départements comme c'était prévu à l'origine. Donc toutes ces valeurs, alors vous avez compris, le supercyclage, c'est une manière de faire vivre dans une deuxième vie ce qui a été écarté ici, en ce qui nous concerne, dans un atelier d'artisanat. Et cette deuxième vie, on va s'appuyer sur des notions immatérielles qui consistent en fait à penser la future matière et matériaux comme des matières à création. Donc on va utiliser les valeurs, bien sûr les notions de propriété puisqu'on en a besoin matériellement pour transformer ces chutes et déchets, mais également les qualités sensorielles, c'est l'essentiel de mon travail de chercheur, le design sensoriel, travailler sur les aspects perçus des objets futurs et maîtriser en fait leur spécificité dans un projet jusqu'à leur qualité finale et prédire leur vieillissement. Sur la diapo suivante, on a affaire à un schéma qui illustre normalement ce qu'est une recherche par le design, par la pratique. Donc on voit une intrication, quelque chose qui est très très lié à la fois à des questions qui sont liées à la pratique, qui se transforment en questions de recherche. Et là l'originalité, c'est que le réflexe classique, c'est de faire un projet. Quand on est un designer, on nous pose une question, on établit un projet, et via le projet, on va aller chercher des partenaires qui savent. Donc on va aller chercher des disciplines scientifiques, les mobiliser, alors se mettre à niveau sur les connaissances disciplinaires, et puis souvent faire des petites avancées de connaissances, alors liées à des connaissances spécifiques au projet, et parfois des connaissances qui impactent aussi les disciplines partenaires. Et donc, ces avancées de connaissances, on va les injecter dans le projet pour faire, si possible, un objet nouveau, quelque chose où l'innovation n'est plus seulement technocentrée. Sur la diapo suivante, il y a donc une manière de se situer. La NASA, quand la NASA s'empare de l'idée d'aller marcher sur la Lune, il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas comment mesurer les impacts technologiques. On a beaucoup de chercheurs en fondamentale et on va devoir faire vivre des êtres humains dans des environnements qui sont nouveaux. Donc il faut classer en fait par rapport à cette recherche fondamentale ce qui va pouvoir être travaillé de manière à aller nourrir ce projet qui devra exister. Donc la NASA a inventé une échelle à 9 niveaux, c'est une échelle de maturité technologique. Quand on est sur les plus bas niveaux, on est sur un niveau conceptuel, on fait de la recherche fondamentale, et quand on est sur les niveaux les plus élevés, on est très proche de l'opérationnel. On est très proche en fait d'une transmission, même s'il reste beaucoup de travail. Hein. C'est pas une transmission directe auprès d'entreprises. Il y a encore beaucoup de travail. Donc là, avec ces deux flèches, on situe là où se trouve la recherche par la pratique. On est sur des niveaux très très élevés sur ces échelles. Mais cette échelle a été fabriquée pour situer de la technologie, et essentiellement de la techno centrée sur les aspects on va dire, des sciences pour l'ingénieur, pour être rapide. Sur la diapo suivante, donc, je situe ce qu'on appelle des preuves de concept.
Les preuves de concept, c'est des éléments qui sont matérialisés et qui permettent de dire qu'effectivement, la technologie est mature. Et elle va donner déjà des premiers résultats. Alors en termes d'échantillons, en termes d'objets. Donc nous, on va être dans la nécessité de travailler ces preuves de concept. Tout ça au service évidemment de la résidence, enfin des résidentes et des résidents. Sur la diapo suivante, j'illustre tout de suite avec le déroulé en fait de ce qu'on imagine nous pour les résidences croisées. Donc vous l'avez compris, on va travailler sur des matériaux qui sont oubliés, qui sont mis de côté, et on va aller chercher un travail intellectuel sur des valeurs, sur des propriétés, sur des qualités, de manière à faire exister des matériaux de création. Donc l'idée, c'est de travailler sur des nouveaux savoir-faire. On va être capable d'imaginer des nouveaux savoir-faire, parfois complémentaires au savoir-faire existant dans l'atelier. Donc on déroule des types de résidences, donc classiques, entre guillemets, où les artistes, les artisans, les designers, les chercheurs designers arrivent avec déjà un savoir, une base, une maîtrise. Et puis parfois, on va proposer des workshops. Donc on propose des workshops sur des matières nouvelles qui sont mises à disposition, avec donc des principes également de résidence mixte, où on invite les résidents à venir dans les ateliers de recherche, ou les ateliers, les ateliers d'artisanat. Sont illustrés un certain nombre de procédés que vous avez ensuite présentés dans leur phase tangible, concrète, dans la chapelle, juste derrière nous. Et puis je ne vais pas détailler tous les éléments, mais je vais me focaliser en fait sur la diapo suivante. On a un petit zoom en fait sur le procédé de cette table de console, là, ce dessus de console qui est devant nous, qui est donc une matière qui est nouvelle, qui a été imaginée avec les chutes et déchets des soieries Jean Rose. Donc c'est un béton technique, c'est un béton fibré. D'habitude, quand on fait un béton fibré, c'est pour aller chercher des performances techniques, hein, pour essentiellement les ponts, les viaducs, et quelquefois des architectures. Donc on les fibre avec des éléments qui sont des fibres qui sont dimensionnées, des fontes... enfin bon, voilà. Je ne vais pas vous égarer sur la nature des fibres. Ici, vous l'aurez compris, on a travaillé sur des fibres de soie. Donc des fils de soie, donc qui ont dans leur microforme un aspect donc torse, spiralé, qui permet de maximiser la surface de contact avec le béton. C'est ce qu'on recherche en fait dans les fibres. On recherche à fibrer cette matière pour éviter que des micro-fissures se propagent. Et donc ça permet de garantir une durée de vie augmentée, parce qu'on sollicite mécaniquement ce matériau. Là, on ne va pas le solliciter forcément mécaniquement, mais on va garantir une durée de vie exceptionnelle. Et donc les fibres sont les chutes de fils de bobines, des chutes de fils liées au fil de chaîne des soieries Jean Rose. Quand on fait du béton, on utilise de l'eau potable. Ici, on a été chercher des bains de teinture. Donc des bains de teinture, ce sont finalement des liquides qu'on rejette dans l'environnement après avoir teint soit les tissus, soit les fils, et qui sont constitués de différents produits qui ne sont pas très très bons. Donc les normes s'arrangent avec l'idée qu'on rejette dans les rivières et les fleuves ces éléments-là, et nous on les capte, et vous l'avez compris, le béton là il va être utilisé comme un sarcophage. Il va emprisonner en fait des matières dangereuses pour éviter que ça se relargue dans l'environnement. Donc plus d'eau potable à chaque fois qu'on va faire ce type de ciment, de mortier, de béton. Et puis, dernier élément intéressant d'un point de vue, cette fois esthétique, donc on va travailler une valeur esthétique, enfin proposer un travail de valeur esthétique, en allant chercher en fait les fins de rouleau. Donc ici, sur les techniques jacquard, l'intérêt c'est qu'on va posséder des reliefs, et ces reliefs vont exister en négatif, en fond de moule, et puis le béton technique, il est présenté d'une certaine manière, où il va s'infiltrer en fait dans toutes les fibres des fils. Et donc au moment où la réaction chimique se fait, il va y avoir en fait un emprisonnement de ces fibres, et au moment du démoulage, on va arracher en fait le tissu,
Et cet arrachage va produire en fait un effet velours sur l'état de surface de ce béton de soie. Et là, il va falloir patienter avant de se lever pour tester tout ce que je vous raconte, parce que je vais illustrer ce qu'on est en train de faire en expérimentation pour les faïenceries de Gien. Donc l'intérêt de travailler sur les produits qui sont non conformes et qui sont sortis en fait des notions de valeur par rapport à la manufacture de Gien, on va avoir affaire à des objets céramiques qui sont souvent aboutis et qui sont cassés pour éviter qu'il y ait un marché parallèle. Et donc le fait de casser ces objets va produire en fait des types de chutes très très intéressantes avec une répartition en fait des tailles des chutes. Et ces tailles de chutes, on va s'en emparer. Donc on va les classer déjà. Donc, vous l'avez compris, l'idée du supercyclage, c'est de ne jamais traiter les chutes et des déchets comme des matériaux, mais comme des objets. Donc on va faire attention à la forme que prend ces éléments, et ces formes peuvent devenir des inspirations. Ensuite, il y a une distribution, hein, donc on va d'éclats assez importants jusqu'à de la poussière. Et donc plus on va travailler en fait sur les éclats importants, plus on va générer aussi de la poussière. À chaque fois qu'on va travailler, donc le supercyclage, c'est ne rien faire et s'emparer tel quel des chutes et déchets, puis ensuite commencer à travailler en s'autorisant un changement de forme. Puis un changement de forme de plus en plus complexe qui doit entraîner une augmentation des valeurs et des qualités, et si possible, des nouvelles performances par rapport aux propriétés. Donc là, on est en train d'expérimenter sur ces notions-là. Donc on a un petit... j'ai reproduit un petit atelier avec une petite machine que j'ai imaginée, qui est représentée ici sur le modèle des tours de jarre qui existent à la manufacture de Sèvres. Et on travaille un enduit qui s'inspire en fait du Coccio Pesto. Un enduit en fait qui existe depuis l'Antiquité italienne et qui utilisait de la poudre, de la poussière de céramique avec de la poudre d'argile. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Un enduit de Gien avec de la poudre d'argile. Eh bien, c'est la fin. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.